Les gens me demandent souvent si j'ai peur de bosser de nuit à la station-service. D'habitude, je balais la question d'un rire. Le pire que j'ai vu, c'était un ivrogne qui essayait de piquer un pack de bière et 2 tox qui se disputaient pour des tickets de loterie. Mais cette nuit-là, j'ai découvert ce qu'était la vraie peur. Il était un peu plus d'1h du matin. La station était silencieuse, à part le bruit sourd de la pluie contre les vitres. J'étais en train de réapprovisionner un frigo quand j'ai entendu le carillon de la porte d'entrée. J'ai jeté un œil en m'attendant à un habitué. À la place, un homme est entré en titubant, une main pressée contre son flanc. Du sang coulait entre ses doigts et tachait son sweat à capuche. « S'il vous plaît », a-t-il murmuré, les yeux écarquillés. « Haggar, il y a quelqu'un dehors, il veut me tuer, aidez-moi ». Je me suis figé une seconde, puis je me suis précipité vers lui, en jetant un œil nerveux vers l'obscurité au-delà des pompes. Il n'y avait personne en vue. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler les secours, mais l'homme m'a arrêté en disant qu'il l'avait déjà fait. Les flics arriveraient d'une minute à l'autre, alors je ferais mieux de verrouiller la porte avant que son agresseur n'entre. Mon cœur cognait. J'ai verrouillé la porte d'entrée, en hésitant un instant devant le sang qui imbibait sa chemise. Il s'est effondré contre le comptoir, la respiration lourde. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il s'était fait braquer à la pompe numéro 4. L'agresseur avait foncé sur lui avec un couteau. En espérant que les flics arrivent vite, jetais sans arrêt des coups d'œil à l'écran de surveillance. L'image sautillait, mais je pouvais distinguer la silhouette floue d'une personne près de la pompe 4, immobile, parfaitement figée. L'homme a gémi. « Ne le laissez pas entrer, je vous en supplie ». Il y avait quelque chose chez lui qui me hérissait la peau. Avant que je puisse lui poser d'autres questions, la porte d'entrée s'est mise à trembler violemment. L'homme a bondi derrière le comptoir. En une seconde, une vitre du magasin a volé en éclats. Une silhouette a fait éruption, tête baissée, arme au poing. La voix du tireur était froide, contrôlée. Il m'a demandé d'ouvrir la caisse. Me demandant si les flics n'arriveraient pas à temps, j'ai décidé de me rendre. J'ai levé les mains et j'ai murmuré « Il peut prendre ce qu'il veut ». Je l'ai regardé se ruer sur les billets, son arme rangée dans sa poche. Et là, ça m'a frappé. La victime avait dit que l'agresseur tenait un couteau. J'ai cherché l'homme blessé du regard. Il n'était plus derrière le comptoir. Je l'ai retrouvé en train de siroter une planète de coca qu'il avait prise dans le frigo. Son attitude avait complètement changé. Au lieu d'être terrifié par son tueur, il était totalement détendu. Il m'a lancé un grand sourire et me demandait pourquoi j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. Il s'est essuyé le sang du visage. Ça bavait, ça ne coulait pas. J'ai compris que ce n'était pas profond, peut-être même pas réel. Mon cœur martelait. Le tireur m'a aboyé d'ouvrir le coffre. Je suis passé derrière le comptoir, les mains tremblantes. Le canon ne bougeait pas d'1 millimètre. La soi-disant victime s'est postée près de la porte en surveillant à la fois moi et le parking. Il a sorti un couteau. Et là, son faux scénario a pris tout son sens. Ce n'était jamais un duo victime-agresseur. Les deux étaient complices. Aucun flic n'allait venir me sauver. Au milieu de la nuit, je me retrouvais coincé dans cette station avec 2 criminels. J'ai tapé le code. Le coffre a émis un bip aigu. Je leur ai menti en disant qu'il y avait un délai de sécurité et qu'il fallait 5 minutes pour qu'il s'ouvre. Le tireur a levé son arme au niveau de ma tempe. J'ai dégluti, le pouls me battant dans la gorge. Mes mains tremblaient pendant que je faisais comme si le coffre prenait son temps. Les 2 mecs mettaient le magasin à sac en fourrant tout ce qu'ils pouvaient dans leur sac. Cash, cigares, tickets à gratter, même les mignonnettes de vodka bas de gamme. Je les sentais me surveiller et je te jure que je n'ai jamais été aussi à cran. J'attendais juste que l'un des 2 pète un câble. Quand le coffre s'est enfin ouvert, l'homme avec le flingue a dompté dedans, en ramassant les billets comme s'il était dans un jeu télé. Son pote, la fausse victime, était derrière le comptoir et prenait son temps pour choisir ce qu'il voulait, comme s'il était chez lui. À la manière dont il me regardait, je voyais qu'il réfléchissait à ce qu'il allait faire de moi. J'avais vu leurs 2 visages, j'en savais trop. D'un coup, ça a mal tourné entre eux. Le tireur voulait se tirer, mais l'autre hésitait. Il m'a lancé un regard qui m'a filé la chair de poule. Évidemment, il n'aimait pas l'idée de me laisser derrière. Le tireur, lui, s'en foutait. Il voulait juste prendre la route ou disparaître. Mais juste devant la porte, la fausse victime lui a coupé le passage, en lui gueulant dessus au propos du partage du butin. On sentait la tension monter, comme un élastique sur le point de céder. En quelques secondes, ils se sont mis à se pousser, à s'insulter, à se frapper. Le sac de sport est tombé par terre et l'argent s'est répandu. Billets, pièces, tout le jackpot éparpillé sur le sol.
Ils étaient tellement pris dans leur bagarre qu'ils m'ont oublié. C'était ma chance. Je me suis baissé derrière le comptoir et j'ai claqué l'alarme silencieuse, le cœur battant à 100 à l'heure. J'ai attrapé le téléphone et j'ai composé le numéro des secours en chuchotant l'adresse aussi vite que possible, en essayant de garder mon sang-froid. Les deux mecs continuaient à se battre près de la porte, à s'engueuler, complètement inconscients des sirènes qui perçaient la pluie dehors. Ce son, c'était le plus beau bruit que j'ai jamais entendu. D'un coup, des gyrophares rouges et bleus ont clignoté à travers les vitres, et les voitures de patrouille sont surgies dans le parking en dérapant. Les flics ont bondi, armes au poing, en hurlant aux deux mecs de se coucher au sol. Tout est allé très vite. Les deux braqueurs ont été plaqués et menottés avant même qu'ils comprennent ce qui leur arrivait. Puis, le silence total. Juste la pluie et ma propre respiration tremblante. Les ambulanciers ont demandé si j'allais bien, ce qui s'était passé. J'ai essayé de leur expliquer, la tête encore à l'envers. Les ambulanciers ont soigné quelques égrafures que je n'avais même pas remarquées. Les deux voyous ont été fourrés à l'arrière de deux voitures de patrouille séparées, encore en train de se disputer sur qui méritait quoi. Une fois le chaos retombé, j'ai regardé autour de moi. Le verre brisé, l'argent éparpillé, la canette de coca ouverte qui coulait sur le carrelage. Quand la dernière voiture de police est enfin partie, je suis resté assis derrière le comptoir à fixer les pompes vides d'or. Et je sais à quel point tout peut basculer en une seconde. J'ai eu de la chance. La prochaine fois, qui sait? C'était il y a quelques mois, quand je bossais à temps partiel comme caissier de nuit dans une station-service. Je me souviens, il faisait chaud cette nuit-là, et la clim me rendait dingue. J'ai écrasé un moustique en essuyant la sueur sur mon cou. Je me suis nettoyé les mains, mais une trace est restée sous mon ongle. Je me disais que c'était vraiment une nuit pourrie pour être seul, quand j'ai remarqué un homme au bord du parking, trop immobile dans la lueur du lampadaire. Je l'observais depuis la grande vitre près du comptoir, en essayant de me convaincre que c'était juste un client, peut-être un routier qui se dégourdissait les jambes. Mais il ne bougeait pas. Il regardait, c'est tout. Mon téléphone était presque mort, il restait 3%, l'icône rouge de la batterie, comme une malédiction silencieuse. J'ai essayé le fixe, mais il n'y avait plus de tonalité, juste de la friture et un léger cliquetis rythmique. J'ai reposé le combiné, les mains tremblantes. Il avait coupé la ligne ? Mais comment il savait? Une ombre est passée en trombe devant les vitres, si vite que j'ai failli la manquer. Mon cœur cognait, la sueur me piquait le crâne. Je me suis baissé derrière le comptoir, en jetant un œil par-dessus, au moment où les écrans de surveillance se sont mis à clignoter, un à un. Les flux se sont coupés dans le noir, la neige grésillant sur les écrans. Quelqu'un jouait avec les caméras. D'un coup, les lumières se sont éteintes. J'étais noyé dans une obscurité totale. J'ai attrapé la batte de baseball qu'on gardait sous la caisse, un vieux truc laissé par un manager qui aimait jouer les durs, et j'ai avancé vers l'arrière-boutique. Les éclairages de secours au-dessus des étagères de stock clignotaient faiblement, en baignant tout dans un vert maladif. J'ai avancé dans les ombres, chaque pas résonnant sur le lino taché. Dans la réserve, j'ai trouvé le tableau électrique ouvert. Les fils pendaient, sectionnés net. Ce n'était pas une panne au hasard. Quelqu'un voulait la station dans le noir. Un bruit fracassant à l'avant m'a fait rebrousser chemin. J'ai vu une silhouette à la porte d'entrée. Un homme grand, le visage caché derrière un masque de clown, bon marché. Il fixait l'intérieur, la tête inclinée selon un angle contre nature. L'homme a regardé quelques secondes, puis est disparu sur le côté du bâtiment. J'ai entendu quelque chose racler contre le mur arrière. J'ai couru vers la chambre froide en haletant comme un chien et j'ai vu une brique voler à travers la vitre en la faisant exploser. L'air chaud s'est engouffré. J'ai serré la batte plus fort et j'ai reculé. L'homme masqué s'est hissé à travers la vitre brisée. Des éclats de verre scintillaient, collés à son sweat à capuche noire. Il a avancé sur moi, lentement, délibérément, un cutter à la main. J'ai levé la batte et j'ai essayé de garder la voix ferme. « N'approchez pas !» L'homme n'a rien dit. Il n'a juste continué. Chaque pas mesuré, le cutter qui brillait dans sa main gantée. J'ai balancé la batte et je l'ai raté. Il m'a attrapé le bras, il m'a serré si fort que j'ai lâché la batte. Le cutter s'est pressé contre ma gorge. « Pourquoi vous faites ça ?» J'ai gémi. L'homme s'est penché vers moi, avec un sourire fendu. Puis il a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Il m'a demandé si je reconnaissais sa voix. J'étais trop paralysé par la peur, je n'ai réussi qu'à le supplier de m'épargner. Il était plus fort que moi, sa prise était en acier. Je me suis débattu, j'ai donné un coup de pied, j'ai atteint son tibia. Il a trébuché, en jurant.
J'ai griffé le masque, j'ai essayé de l'arracher. Le plastique s'est déchiré et le visage dessous est apparu. C'était Alex. On avait travaillé ensemble l'été dernier. Je l'avais toujours trouvé silencieux, un peu bizarre. La direction l'avait surpris à piquer dans la caisse quelques billets de vin par-ci, par-là. C'était moi qui l'avais balancé, après l'avoir vu glisser des billets dans son sac à dos. Il m'a hurlé dessus, en m'accusant d'avoir ruiné sa vie. Il avait perdu son appartement, sa femme l'avait quitté, et tout ça était arrivé parce que je l'avais balancé. J'ai compris que ma seule chance de sortir vivant, c'était de calmer Alex et d'appeler discrètement les flics. Alors j'ai tenté une manipulation. Je me suis mis à m'excuser comme un condamné à mort. J'ai éclaté en sanglots. J'ai attrapé sa jambe en le suppliant de me pardonner. Il a grogné en pressant la lame contre ma peau. Il m'a dit qu'il était trop tard pour les excuses, mais je n'ai pas lâché. Je saignais dans le col à cause de l'entaille. Je savais que ma seule option, c'était de gagner du temps, de jouer sur la culpabilité et la peur, en espérant qu'il baisse sa garde juste une seconde. Je me suis laissé craquer devant lui, tremblant, sanglotant, en faisant tout mon possible pour paraître pitoyable et brisé. Je me disais que s'il voyait à quel point j'étais démoli, il hésiterait juste assez longtemps pour que je trouve quelque chose. À l'intérieur, ma tête tournait à plein régime. Je rejouais tout ce qui s'était passé l'été dernier, tout le bordel qui nous avait menés là. J'essayais de lui faire croire que le remords me rongeait, en espérant qu'Alex me voie moins comme un ennemi, mais plus comme quelqu'un qui avait déjà payé. La sueur coulait sur mon visage, en se mélangeant au sang, et mon corps tremblait sous l'effet de l'adrénaline et de la peur. La colère d'Alex ne retombait pas. Au contraire, elle s'aiguisait. Il était prêt à me poignarder d'un instant à l'autre. J'ai senti une vague de panique. C'est là que j'ai joué ma dernière carte, en lui proposant une porte de sortie, une planque de cash qu'il pourrait prendre s'il me laissait partir. Je le voyais peser le pour et le contre dans sa tête, la cupidité qui vacillait dans ses regards. Je me suis engouffré dans la brèche. Je lui ai dit que j'avais sorti l'argent et que je l'avais planqué dans une boîte en métal dans la réserve. Je l'ai conduit là-bas, chaque pas comme sur des œufs. Quand il est entré, concentré sur l'argent, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai claqué la porte et je l'ai fermée à clé, les mains tremblant tellement que j'ai failli laisser tomber les clés. Il est devenu fou là-dedans. Il tapait, il hurlait, il cognait si fort que je me suis dit qu'aucune porte au monde ne pourrait l'empêcher de me tuer cette nuit-là. Je suis sorti en titubant, la main pressée contre mon col, et j'ai réussi à appeler les flics avec le dernier % de batterie de mon téléphone. Quand ils ont enfin arrivé et qu'ils ont défoncé la porte de la réserve, Alex n'était plus là. Ils n'ont trouvé qu'une vitre défoncée, du sang étalé sur le rebord et des morceaux de peau et de chair coincés dans le verre brisé. Il s'est forcé à passer à travers la vitre en laissant derrière lui une trace qui me hante encore à chaque fois que je repense à cette nuit-là. Je sais que je n'aurais pas dû être sur la route aussi tard cette nuit-là. C'est ce que tout le monde dit toujours. Roulez de jour, ne vous arrêtez pas au milieu de nulle part, fiez-vous à votre instinct. Mais j'avais 21 ans, j'étais têtu et convaincu que le monde n'était pas si dangereux que ça. Je roulais sur l'Interstate 10, célèbre pour ses histoires de gens laissés en rade. J'étais seul sur la route, ma playlist tournait doucement quand ma voiture s'est mise à faire un bruit de secousse bizarre. Elle a fini par s'arrêter en roue libre. Au début, j'ai cru avoir accidentellement heurté quelque chose, mais le tableau de bord s'est allumé de voyants que je n'arrivais pas à décoder. J'ai essayé le contact, encore et encore, mais rien. J'ai regardé mon téléphone, une barre, et l'icône de batterie qui clignotait rouge. J'ai réussi à envoyer un texto rapide à mon frère. « Voiture en panne, je marche jusqu'à la station-service, je te rappelle. » Puis mon téléphone est mort, et je me suis retrouvé seul avec l'orage qui approchait. Il y avait une station-service à environ 10 minutes plus loin sur la route. Je l'avais croisée quelques fois auparavant et je me disais toujours qu'elle avait l'air d'être sortie d'une autre époque. Une enseigne délavée, un néon ouvert qui clignotait et une unique pompe à essence antique. J'ai poussé la porte du magasin et une clochette a tinté, brutale dans le silence. L'air froid et humide à l'intérieur s'accrochait à mes vêtements trempés. C'était un peu trop éclairé, les néons bourdonnaient au plafond. Le magasin était presque vide, juste des rayons de snacks poussiéreux et un frigo qui ronronnait dans un coin. L'homme derrière le comptoir a levé les yeux quand je suis entré. Il était plus âgé, les cheveux fins, la peau trop tendue sur le visage. Il n'a pas souri. Il fixait, sans cligner. J'ai essayé de faire naturel. J'ai déambulé dans les allées, j'ai pris un paquet de chips, une bouteille d'eau, une barre chocolatée.
Mes pas résonnaient et je n'arrivais pas à me défaire de la sensation que quelqu'un me regardait dans le dos. Je ne l'ai pas regardé une seule fois avant de poser mes articles sur le comptoir. Il ne bougeait pas, ne disait rien pendant qu'il scannait les prix. Je sentais le poids de son regard, plus croix que la pluie dehors. Alors que je lui tendais quelques billets froissés, il a enfin parlé. « Dehors tard, hein ?» J'ai hoché la tête. Il a continué à me fixer un moment. « C'est pas sûr pour les filles, pas à cette heure. » J'ai essayé de sourire, mais ça sonnait faux sur mon visage. Il a fait glisser ma monnaie sur le comptoir avec des doigts tremblants, mais il ne l'a pas lâchée tout de suite. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'attraper la main. Je me suis reculé. Un éclair a claqué, si près qu'il m'a fait sursauter. Le tonnerre a suivi une seconde plus tard en faisant trembler les vitres. La pluie était devenue violente. J'ai pensé à courir, mais l'orage était trop déchaîné. J'ai compris avec un pincement au cœur que je n'avais pas d'autre choix que d'attendre que ça passe, ici. En essayant d'avoir l'air normal, je me suis installé sur un tabouret près de la fenêtre et j'ai ouvert les chips. Pendant que je mâchais, j'ai entendu un léger ronronnement guttural. Je me suis arrêté, ça s'est arrêté. J'ai repris une bouchée, ça a repris. Bas, rythmique, presque en dessous du seuil audible. J'ai jeté un œil autour, mais la seule autre créature vivante dans la pièce, c'était lui, toujours derrière le comptoir, toujours en train de me fixer. J'ai mangé plus lentement, mais le son continuait, en épousant chacun de mes mouvements. J'ai vérifié mon téléphone, mais l'écran était noir. J'ai essuyé les miettes sur ma blouse, en essayant de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. Il n'avait pas bougé, mais je sentais son regard sur moi, lourd, insistant. J'ai ouvert la barre chocolatée, cassé un morceau, et alors que je le portais à ma bouche, quelques éclats sont tombés sur ma chemise. Je les ai balayés, gêné de ma maladresse sous son regard. Soudain, un son, doux d'abord, puis plus fort, un gémissement, guttural, humide, qui venait du comptoir. Je me suis figé, le chocolat à mi-chemin de ma bouche. J'ai levé les yeux. L'homme n'était plus derrière le comptoir. Il se tenait à quelques pas de moi. Les mains enfoncées profondément dans ses poches, la bouche légèrement ouverte, les yeux rivés sur moi. Le gémissement s'est transformé en un rire bas, glaçant. Non seulement il n'avait aucun remords à faire ces gémissements pendant que je mangeais, mais en plus il riait comme s'il était fier de ce qu'il venait de faire. J'étais terrorisé. Mais j'ai joué finement. Je lui ai dit que mon frère était en route et qu'il pouvait me localiser sur son téléphone. Quelque chose a changé en lui. Il a arrêté de rire. Il a reculé d'un pas. Son expression s'est tordue. Je voyais dans ses yeux la colère et le désespoir en même temps. Il a marqué une pause, puis cassant, il m'a dit de dégager, qu'après un achat, les clients n'étaient pas autorisés à traîner dans le magasin. Ces mots m'ont propulsé en avant. J'ai attrapé mon sac, sans même me soucier des snacks, et j'ai foncé vers la porte. La pluie m'a giflé le visage, glaciale, aveuglante. J'ai couru, en trébuchant dans la boue, sans oser me retourner. Quand j'ai atteint ma voiture, j'ai verrouillé les portières, le cœur battant à tout rompre. Le temps s'est mis à ramper. J'attendais, tremblante, jusqu'à ce que des phares percent la nuit. Un pick-up s'est arrêté, le conducteur a baissé sa fenêtre. Un homme plus âgé, au regard doux. Il n'a posé aucune question. Il m'a juste aidé avec la voiture. Sa présence était un relief si profond que j'ai failli pleurer. Une fois le moteur lancé, je suis parti sans un mot de plus, agrippé au volant si fort que mes jointures me faisaient mal. Les vitres se sont embuées avec ma respiration. Je les ai essuyées en essayant d'apercevoir la station-service. Un instant, rien. Juste de l'obscurité et la pluie. Puis, dans un éclair, je l'ai vu. L'homme était dehors maintenant, debout sous la pluie, le visage tourné vers le ciel en me regardant partir. À son langage corporel, je pouvais deviner qu'il savait que je jetterais un dernier coup d'œil à la station-service avant de partir. Je n'ai pas dormi de la nuit, et je n'ai pas parlé à mon frère pendant des mois, pour ne pas être arrivé à temps. Aujourd'hui, je ne m'arrête plus jamais à une station-service la nuit. Je me souviens de la station, du vieil homme, de ses gémissements malsains, et ça suffit à me donner des cauchemars. Certaines nuits, je sens encore le goût du chocolat et j'entends un gémissement bas dans le noir. Et je me demande ce qui serait arrivé s'il ne m'avait pas laissé partir.